Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent. Et aujourd'hui, Corinne va nous parler de la QVCT. La QVCT, un état des lieux, comme quoi il y a urgence. Il faut vraiment que les entreprises, toutes les entreprises prennent en charge ces éléments-là et s'en occupent rapidement parce que ça devient un peu urgent. C'est parti. Alors, est-ce que là, vous voyez mon écran? Pas encore, non. Là, Et ça là, commence à venir. Là, c'est là. d'accord. Go. Donc, état des lieux de la QVCT, qui est devenue, c'était QVT qui est devenue QVCT en 2022. Donc, en fait, en novembre dernier, je m'appuie sur une étude qui a été faite en novembre dernier par Ipsos auprès de 3000 salariés français. Donc, c'était une étude qui avait des quotas en termes de sexe, âge, euh, type de poste, public, privé. Donc, on est quand même 3000 personnes, on est quand même sur un échantillon qui est très fiable et qui parlait justement la QVCT et les attentes du ressenti et des attentes des Français sur ce sujet. Donc, la QICT, c'est en fait c'est les différents impacts de les différents l'impact des dimensions de la QICT, c'est défini par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail qui a fêté ses 50 ans il y a un mois. Donc, on est quand même sur une date un peu mémorable. Et c'est eux qui administrent ce type de fonction. Et c'est effectivement eux qui ont décidé de rajouter le C de conditions de travail, parce qu'avant, on était sur qualité de vie au travail. Alors, qualité de vie au travail, on a souvent eu l'impression que c'était des choses un peu galvaudées, genre on va mettre un flipper dans la salle de pause et les gens seront contents, ils auront l'impression d'être ils auront l'impression d'être dans une bonne, dans une bonne ambiance. Ou alors, on a eu aussi les personnes qui disaient les happiness officers. Donc c'était un peu, il y a eu un côté un peu caricatural quand ces éléments sont sortis. Mais maintenant, on n'est plus dans on n'est plus dans ces choses-là. Donc, les différents impacts, enfin les différentes éléments qu'observe l'ANACT, c'est donc le management participatif et l'engagement, l'égalité professionnelle pour tous, les compétences des parcours professionnels, la santé au travail. Et vous voyez les autres, je ne vais peut-être pas tous les dire. Vous avez sur mon écran. Euh, les relations au travail, le climat social et les contenus et organisation du travail. Alors, je commence. Donc, ce qui est important déjà, c'est que, on va placer les choses, on va mettre les choses dans leur contexte, c'est que 88% des Français, donc interrogés par cette étude, considèrent que la QVCT est prioritaire ou importante et que leurs attentes concernent avant tout la santé et les relations sociales au travail. Les relations sociales. Ce qui veut dire que là, on est vraiment sur on n'est plus sur l'anecdotique, on est vraiment sur des choses qui sont vraiment des éléments vraiment importants. Donc, on va commencer par la santé mentale. Actuellement, on a un Français sur deux qui ne se considère pas en bonne santé mentale. Et en 2022, on avait 34% de la population active qui était en burn-out sévère. Alors bon, 2022, c'était un peu une période un peu particulière parce qu'on était en fin de confinement, etc. Mais quand on est quand même sur plus du tiers de la population qui se déclare en burn-out sévère, hein, on se dit que là, effectivement, il faut quand même commencer à prendre un peu des, des- des décisions et de travailler en préventif. Donc, la deuxième chose, c'est que les salariés considèrent que c'est un facteur qui est très peu pris en compte dans les entreprises, on considère il y a un salarié sur deux, donc 50%, qui considèrent que les entreprises ne prennent pas en compte leur santé mentale. Donc, ce qui n'arrange pas ce qui n'arrange pas leur état d'esprit. Autre élément de ces études, c'est qu'on a presque, dans cette étude, presque 7 salariés sur 10 qui vont travailler mécaniquement, voire à reculons, euh, tandis qu'il y en a à peu près un sur deux qui se dit complètement désengagé. Donc là, de nouveau, un signe d'alerte. Il faut vraiment mettre en place des éléments rapidement.
Et enfin, les entreprises ont d'autant plus intérêt que lorsqu'elles le prennent à bras-le-corps, on a 71% des salariés des entreprises qui sont performantes avec 4,6 fois plus d'employés engagés, 66 en bonne santé et 73% heureux. Donc même si on n'est pas sur une idée de, de, de sauver le monde et de se dire qu'on va faire travailler, on veut travailler avec des gens heureux et qu'on est là pour le bonheur des gens, bon, on est parfois plus préoccupé par la rentabilité de l'entreprise, ça vaut le coup d'investir dans cette QVCT puisque c'est quand même plus rentable puisque les employés engagés sont plus performants. Équilibre vie, équilibre vie personnelle et professionnelle, également un engagement également important puisque pour les Français, la santé mentale passe inévitablement par cette relation équilibrée entre vie personnelle et vie professionnelle. Et donc, c'est indispensable pour préserver la santé mentale. Et 95% des Français interrogés y accordent une grande importance. Alors, ce qui est aussi important et intéressant, c'est qu'on a actuellement, donc en 2023, plus d'un Français sur deux, 57%, qui serait même prêt à quitter un emploi qui ne lui permettrait pas de trouver cette harmonie. Ça, c'est des éléments qui sont nouveaux, qui ont pris vraiment beaucoup d'importance après la période Covid. C'est-à-dire que maintenant, on est vraiment sur une recherche d'équilibre qui existait avant, mais qui était moins prédominante. Flexibilité. Alors, là, on retrouve un peu les sujets qu'on a déjà abordés sur le télétravail. C'est-à-dire que depuis la crise sanitaire de 2020, il semble quasiment impossible pour une entreprise de faire l'impasse sur le télétravail et en faisant complètement revenir les salariés en présentiel, puisqu'actuellement, un quart des travailleurs seraient capables de quitter leur emploi sans leur demander de passer plus de temps au bureau. Alors, bon, il faut relativiser. Il faut relativiser, c'est sans doute différent selon les entreprises, selon tout le monde n'est pas en télétravail, tout le monde ne bénéficie pas de télétravail, il y a des postes qui ne permettent pas de bénéficier de télétravail. C'est différent selon si on est en ville, pas en ville, etc. Mais malgré tout, on a quand même 4 salariés sur 10 qui estiment que le télétravail est désormais non négociable. Donc, c'est quand même des éléments, c'est quand même un véritable enjeu pour les ressources humaines à prendre en compte. Et une entreprise sur quatre a été confrontée à ce type de départ l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui disent que si c'est pas négociable de les faire retravailler en présentiel à temps plein, il y a quand même des gens qui partent effectivement pour ces raisons-là. Et 4 salariés, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Et enfin, la flexibilité passe également par les horaires de travail, puisqu'on a 83% des répondants qui veulent avoir une marge de manœuvre sur leur emploi du temps, qui veulent pouvoir gérer leur emploi du temps de façon, euh, de façon un peu plus libre et un peu plus adaptée, un peu plus personnalisée, on va dire. L'équité. Alors, les salariés français souhaitent également travailler pour une entreprise qui partage leurs valeurs. Et donc, ce qui est important dans ces éléments-là, c'est que finalement, on retrouve des choses qu'on entend déjà dans des études portant sur le développement durable, sur l'écologie, etc. C'est qu'on a près de 4 personnes sur 10 qui disent ne pas accepter, qu'elles n'accepteraient pas un emploi si elles ne partageaient pas les opinions exprimées par les dirigeants d'entreprise. Alors, vous regarderez, enfin, vous avez peut-être déjà regardé sur les sites type Indeed, etc., ou les sites où les entreprises sont notées. Maintenant, il y a des sites de recherche d'emploi, ce genre de choses. Quand, un, quand une entreprise propose un emploi, il y a les évaluations qui apparaissent. Et donc, il y a les évaluations faites par des gens qui sont dans cette entreprise. Et donc, il y a l'intérêt des postes, il y a les avantages proposés avec le détail des avantages, et il y a également le taux d'accord avec les dirigeants d'entreprise. Et donc, il y a des entreprises où on constate que les gens sont 30% ou moins de 30% d'accord avec les valeurs défendues par les dirigeants, ce qui peut effectivement poser problème. Alors, outre l'équité, les salariés attendent d'être compris par leur employeur et ce qui n'est pas le cas pour un jeune sur deux. Donc là, on a quand même une différence de comportement entre les jeunes et les moins jeunes, puisque ce sont plutôt les jeunes qui considèrent qu'ils sont moins compris, que l'employeur ne se soucie pas vraiment enfin, de leurs opinions, et ne cherche pas vraiment à les comprendre. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est que les, les, les salariés estiment que c'est une responsabilité qui émane, qui incombe à l'employeur de créer un environnement de travail équitable qui comprend diversité et inclusion. C'est-à-dire que pour eux, c'est vraiment l'employeur de respecter un équilibre, de mettre en place un certain nombre de procédures, etc., pour que cette équité soit respectée. Acquisition de compétences. Un peu plus de la moitié des travailleurs français se disent ambitieux professionnellement. Et ce chiffre atteint 69% pour la génération Z qui est née entre 96 et 2010. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que même si ces personnes sont, se disent ambitieux, elles sont minoritaires à se préoccuper de leur parcours de carrière. C'est que finalement, ce qu'ils veulent, pour 7 salariés sur 10, ils veulent gagner en compétences sans forcément occuper des fonctions d'encadrement, pour 37% d'entre eux. C'est vraiment gagner en compétences pour accéder à des postes qui les intéressent plus. Mais il y a pas une logique de responsabilité plus importante ou de direction plus importante. Et ce qui est surtout, on a près d'un tiers de salariés qui pourraient quitter un emploi qui ne l'offrirait pas des perspectives d'apprentissage lui permettant d'assurer un bon niveau d'employabilité dans le futur. Et ça, ce sont des éléments qui reviennent souvent. L'employabilité, c'est qu'il faut pouvoir être en mesure de pouvoir partir, si on a envie de partir pour les raisons qu'on a évoquées, etc. Et pouvoir retrouver un poste parce qu'on aura progressé, parce qu'on aura acquis des compétences, qu'on n'aura pas stagné sur les différentes, le poste, un poste trop longtemps. Alors, quelles sont les recommandations pour les employés? Prendre soin de soi avec une nutrition équilibrée, une activité physique régulière, l'entretien de ses relations sociales et être capable de décrocher. Ça, c'est important de faire le- le- une pause nécessaire à certains moments. Également, être acteur de la QVCT au quotidien sur son lieu de travail, donc ce qui suppose d'échanger avec les autres collaborateurs, les managers et s'impliquer dans la prise de décision dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de demander du partage, des échanges, etc., et de se replier dans son bureau et de télétravailler 5 jours sur 5 ou ne pas participer aux différentes activités qui sont proposées. La QVCT, ça se met en place avec tout le monde et tout le monde doit y prendre part. Pour les organisations, alors, essayez de travailler sur l'ambiance et les relations humaines au travail. Et là, je vous redis ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas simplement sur le côté, on va mettre des fruits à l'entrée et on va mettre des pommes dans un saladier. J'ai vu ça chez un client il n'y a pas longtemps, des pommes et des fruits bio à l'entrée, à l'accueil, et on va mettre un flipper. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut aller un peu plus loin. Il faut prendre régulièrement le temps d'écouter les attentes des collaborateurs et en tenir compte. Mais ce qui veut dire qu'il faut en aucun cas être dans une démarche up to down. C'est qu'il faut absolument pas se limiter à avoir des DRH et des directeurs de la communication interne qui vont réfléchir pendant 20 minutes dans un bureau et qui vont dire on pense que ce serait bien de mettre ça en place et faire descendre des processus, des process sans avoir pris le temps de demander aux collaborateurs ce qu'ils en pensaient. Il faut vraiment que les choses partent de bas, savoir ce que les collaborateurs souhaitent, les écouter, écouter leurs griefs, etc. Écouter leurs incertitudes, écouter leur, euh, leur non-compréhension et surtout essayer d'en tenir compte et faire redescendre. Il va y avoir un dialogue à tout niveau. Ensuite, il faut soigner l'onboarding et l'expérience collaborateur. Euh, il faut que tout salarié, tout collaborateur qui arrive dans l'entreprise se sente accueilli et qu'on lui laisse le temps de s'installer et de prendre ses marques. Je vais vous donner un exemple. J'ai un neveu qui est rentré dans un laboratoire de recherche en Allemagne et pendant un mois, on lui a laissé rencontrer toutes les personnes qui travaillaient là et on lui a dit, bah, quand tu auras écouté tout le monde, tu diras où est-ce que tu veux t'installer déjà physiquement et avec quelle personne tu aimerais travailler prioritairement. Et on lui a laissé un mois pour rencontrer tout le monde, apprendre à connaître tout le monde et trouver et trouver le poste qui lui conviendrait le mieux dans un certain périmètre d'activité, bien sûr, mais ça, c'est évident.
Ensuite, il faut impliquer les collaborateurs dans la stratégie de l'organisation en communiquant clairement et régulièrement et en les sollicitant pour participer aux décisions. C'est-à-dire que l'organisation, elle va mettre en place un certain type de procédure et il faut que les collaborateurs soient impliqués, mais pour être impliqués, il faut également leur dire ce qui a été décidé, comment ça va s'appliquer et tenir compte aussi des différentes réactions, ça je l'ai déjà dit, mais surtout évaluer. Parce que si ce n'est pas évalué, on ne peut pas savoir quel a été l'effet de ces différentes mesures et dire à tout niveau les choses qui ont été décidées et qui ont été prises en compte, les éléments qui vont être mis en place. Il faut développer le mode projet pour casser les silos et favoriser l'innovation. C'est qu'on ne soit pas la QVCT sur le département X et le département Y, c'est pas le même département, donc on s'en occupe pas et ils gèrent leurs trucs dans leur coin. Il faut travailler sur des démarches transversales, ce qui suppose de former les managers à tout niveau. Et enfin, prendre soin de la santé des collaborateurs à tout état de leur passage dans l'organisation et pas simplement une visite avec un médecin du travail tous les 3 ans, ce qui doit être la norme à peu près actuellement, mais essayer Alors, c'est pas forcément leur proposer des cours de gym le midi, mais être attentif à leur santé et à leur état mental et leur état de santé mentale. Alors, pour le gouvernement, là, on peut rêver un peu. Si on voulait que ça change, il faudrait financer la recherche et la formation sur les leviers d'amélioration de la QSCT, ce qui commence à se faire. Développer une incitation fiscale et pas seulement une contrainte pour mettre en place une démarche QSCT dans les organisations, puisque on sait que ça fonctionne comme ça. Contraindre les organisations à évaluer leur niveau de QCT en interrogeant régulièrement leurs collaborateurs afin d'identifier et de prioriser leurs efforts à mener. Et donc, à partir du moment où il y a une évaluation, ça suppose que l'évaluation est mesurée. Donc, a priori, on suppose que l'année suivante, elle devra être améliorée. Et donc, il y aura des éléments qui vont devoir se mettre en place. Et voilà, j'ai terminé et je vous donne les sources. Étude Ipsos, Courrier cadre, livre blanc de Marilyn Barrett et également L'optimisme. Voilà, j'en ai terminé pour cette chronique. Je suis dans les temps. Je suis dans les temps. Est-ce que vous avez des questions? Je Je vais essayer suis de dans les répondre temps, comme avec... disait le petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles. J'ai pas entendu dessus. Je suis dans les temps, je suis dans les temps. Ah, je suis dans les temps, oui. Oui. Alors, il y a le petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles, et puis il y a aussi une méchante blague de Desproges à propos de Robert Boulin, mais c'est un autre sujet. Euh, bon, sur tous ces sujets, en fait, ce qui pose toujours la question, c'est les décalages entre les sondages et la réalité, c'est-à-dire entre le nombre de gens qui disent qu'ils démissionneraient d'une boîte et qui pourtant ne démissionnent pas, quoi. C'est Ah, c'est clair que de toute façon, on est au-delà enfin, je pense que la prise de conscience de la nécessaire augmentation de l'employabilité est liée à ça aussi. C'est-à-dire que pour partir, il faut avoir un autre poste, il faut avoir d'autres opportunités de carrière. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui font leur vie en dehors de leur société et qui se disent, bon, de toute façon, je ne bougerai pas et ça va se passer comme ça jusqu'à la fin de ma vie professionnelle et je fais ma vie à côté, quoi. Mais du coup, on a un désengagement qui est important. c'est clair, ouais. C'est clair que mais ouais, ouais, Est-ce que c'est plus présent maintenant qu'avant? Est-ce que, tu vois, les associations, il y en a toujours beaucoup en France. Les, Ça, c'est le deuxième sujet, tu sais, c'est ce côté, comment dire, du temps d'Athènes. Il y avait les anciens qui disaient que les jeunes n'étaient plus capables maintenant de se battre, que ils ne seraient plus, ils étaient trop amollis par la démocratie et qu'ils seraient plus capables d'aller la défendre si c'était nécessaire. Enfin, tu vois, c'est toujours cette impression qu'avant c'était mieux, ou qu'avant c'était différent, ou qu'avant on était plus costaud. Enfin, je ne sais pas. Je pense que là, il n'y a pas vraiment de comparaison avec avant. Je pense qu'il y a surtout une prise de conscience du fait que les choses sont... Enfin, je pense que le fait de parler beaucoup de la QVCT joue aussi sur ces réactions. C'est qu'à partir du moment où il y a des entreprises qui mettent en place des choses, les gens se parlent entre eux et disent, ah ben moi j'ai ça dans mon entreprise. Ah bon, mais comment ça se fait? C'est super, comment Mhm. c'est géré, etc. Donc je pense que plus on en parle, plus on a des chances que ça se développe. Ouais.
Parce que des fois, c'est des petites choses à mettre en place et aussi je pense à une agence avec laquelle je collabore où en fait, ils ont arrêté d'imposer des horaires de travail. Mhm. C'est qu'en fait, ils partent du principe qu'ils ont des collaborateurs qui ne sont pas du matin et Mhm. des collaborateurs qui ne sont pas du soir. Et donc, ils ont dit, on donne des passes pour tout le monde et les gens qui veulent venir travailler le matin tôt, ils arrivent le matin. Ceux qui veulent travailler, arriver tard, bah, on juge en fait au travail effectué et aux tâches effectuées et non pas au temps de présence sur le site. Mhm. Et en fait, ça s'équilibre. Mhm. Équilibre. Mhm. De même qu'il y a une agence d'une de mes clientes qui, pendant le confinement, avait réouvert ses bureaux parce qu'il y avait des salariés qui lui avaient dit, enfin moi je ne veux pas gérer dans un petit appartement à Paris les os en plus de mes enfants qui se baladent devant mes écrans en vidéo et on est deux à travailler à domicile avec des enfants, etc. C'est compliqué alors que l'agence avait beaucoup de place, beaucoup de bureaux. Et donc est-ce qu'on peut revenir travailler, alors, on respectera les normes de sécurité, on se mettra à distance, etc. etc. Et cetera. Et donc ils avaient réouvert leur bureau pour les gens qui voulaient travailler sur site et pas travailler chez eux. Ok. Il y a il y a des bénéfices non financiers à apporter à ses collaborateurs. Oui, tout à fait. Ne serait-ce que réussir à les faire parler entre eux. Moi, je vois sur des études que je peux mener sur ce type de procédé, le fait de pouvoir avoir des gens qui fonctionnent, de pouvoir mélanger des services, de dire on va faire une réunion et on va prendre des gens. Alors, on est dans les réunions, on ne mélange pas des gens qui ont un rapport hiérarchique entre eux parce qu'on sait que ça bloque un peu ça peut bloquer un peu la communication, mais de mélanger des services qui, a priori, ne se parlent pas forcément parce qu'ils n'ont pas travaillé ensemble, et de se rendre compte que finalement, ça permet de créer du lien social assez facilement, parce que les gens sont curieux de savoir ce qui se fait dans l'entreprise. Hmm. La qualité de vie au travail, c'est quand même, ça, c'est une forme de recherche de résultats. La réalité, ce qu'on recherche, c'est la qualité du management. Et il y a Marcel Dassault qui disait que ça coûtait pas plus cher de faire des avions qui étaient beaux. Et ça coûte probablement pas plus cher de faire une organisation où les gens sont heureux de travailler. C'est clair, il y a des choses, enfin, après, il y a des choses à mettre en place qui sont peut-être un peu coûteuses, mais c'est pas le cas de tout. Bon. Écouter les gens, ça coûte pas plus cher. Bah, ça coûte, il faut payer la consultante. Ah, tu rigoles. C'est, c'est le Non, management mais qui coûte. c'est vrai qu'il y a des process à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place qui sont assez simples. Et le côté de dire qu'on part du bas et que finalement les mieux placés pour savoir ce dont ils ont, pas forcément ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie, mais les choses qui coincent. Hmm. Des fois, c'est des choses qui sont pas très, finalement, pas très difficiles à changer. Ouais, ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. C'est en fait les, les couches, les couches les plus, les plus opérationnels de l'entreprise ne savent pas forcément n'ont pas forcément les solutions, mais ils ont au moins une conscience de ce qui est un problème. Et après, on peut leur apporter des méthodos pour qu'ils puissent trouver eux-mêmes les solutions. Exactement. Hmm. Mm. Est-ce qu'on a des questions, Sébastien? Comment ça se passe Ouais, dans ton pays? ouais, moi en fait, la question de ce qu'on met en place est aussi dépendante de la culture qu'on met en place pour régir les interactions. Exactement, ouais. Mm. Concrètement, c'est comment tu félicites quelqu'un qui détecte que quelqu'un d'autre va mal, et c'est aussi de travailler. C'est quelque part avoir une culture qui accepte le fait que ça n'aille pas. Oui, puis comme tu dis, tu as employé un mot important qui est félicité. Ouais, C'est pas dans toutes les cultures non plus. non. De dire merci, de dire. Alors, Mm. justement, Thierry Vivienne, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait cette chronique il y a 2, 3 semaines sur la bienveillance en entreprise, avait parlé d'une règle qui était intéressante, c'était la règle des 5-1. Et donc, il disait quand vous êtes à 5 mètres de quelqu'un, vous faites un signe, vous manifestez que cette personne a été reconnue et qu'elle a été prise en compte. Et quand vous êtes à 1 mètre de quelqu'un, vous engagez une conversation. Et pas forcément sur des choses c'est forcément qui sont de l'ordre de la stratégie d'entreprise, surtout si c'est des gens que vous ne connaissez pas, mais vous recréez un dialogue à partir du moment où vous passez à côté de quelqu'un et vous ne vous contentez pas de tourner le dos, quoi. Et c'était très intéressant.
Et toi, ça se passe comment? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence de culture entre la France et la Hollande? Ah bah bien sûr, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous... Vous êtes plus attentif en... Non? Enfin, Non, les Néerlandais sont beaucoup plus directs. Donc, il y a pas de... c'est de la coopération passe par une communication franche et directe. Donc, il n'y a pas de pincettes, il n'y a pas de messages cachés, il n'y a pas de... donc, toute la part de manque de repères qui est liée à une communication un peu absconse ou euh, avec des agendas, enfin, avec ouais, c'est ça, avec un programme caché, etc., n'existe pas vraiment ici. Mais c'est vraiment ultra direct, hein. c'est ultra, ultra direct. Non, non, Ouais, mais ils sont connus pour ça, ouais. les, euh, les Et, bâtards. euh, et donc, c'est à charge à chacun de ne pas se vexer et de demander une clarification. Euh, voilà. Mais c'est la règle pour tout le monde. Et donc ça, c'est un sujet. Et l'autre sujet, c'est la transparence et le rappel à la norme. Quand quelqu'un se comporte de manière pas correcte, on lui demande de faire normal, do normal. Et ce faire normal, c'est un peu un rappel à non, mais là, ce que tu fais, c'est pas bien. Et, et la transparence, c'est par exemple, il n'y a pas de rideau aux fenêtres, donc chacun se surveille un peu. Et donc, il y a un peu cette notion de norme sociale où chacun doit vivre, les maisons se ressemblent, les habitudes se ressemblent. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, les deux composantes très différentes de la France. Et tu as l'impression que les gens le vivent. Enfin, c'est une culture, donc les gens sont habitués et il n'y a pas de remise en cause, ou alors il y a des... ça évolue avec l'influence de pays européens ou de nouveaux arrivants ou de nouvelles... Non, 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 ils sont très fiers de leur mode de fonctionnement. D'accord, Je merci. vois pas, ils voient pas très bien pourquoi ils changeraient. Et puis, bon, ouais, moi non plus, je vois pas très bien pourquoi ils changeraient.